Bom dia a todos, bem-vindos à nossa sala hoje. Eu quero dizer da minha satisfação em coordenar essa conferência, que encerra com chave de ouro as atividades da Diretoria da Infância e Adolescência da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre em 2020. Foi um ano difícil, estressante, nos vimos atropelados pela pandemia, que desmanchou alguns planos, impôs limites, impediu a nossa maneira de trabalhar habitual, de ir e vir, de conviver socialmente. Fomos experimentando novas maneiras de fazer a clínica, de trocar ideias, de aprender a nos encontrar online à distância. E tomamos também uma decisão importante, que foi não seguir a nossa programação inicial, que é regida pelo Simpósio Anual da Infância e Adolescência, e resolvemos manter nosso foco de estudo esse ano no estudo e observação no bebê e nas crianças pequenas. Isso foi questionador e instigante, um desafio a enfrentar. E como seguir agora? Mas, no momento, o que nós queremos é comemorar, é escutar e debater com o conhecimento, a experiência acumulada de Bernard Golze, na sua longa trajetória no mundo dos bebês, das crianças, seus pais e as ligações que os unem. Golze é a história viva da clínica, teoria e pesquisa dos funcionamentos psíquicos arcaicos, da hipercomplexidade da parentalidade. Penso, Golze, que vieste a Porto Alegre pela primeira vez na metade da década de 80. Eu posso estar enganada. No Congresso do Bebê, acompanhando Michel Soulet, de psiquiatria do bebê em Gramado, que foi organizado pelo Salvador Célia, que é o pioneiro do estudo do bebê aqui na nossa Porto Alegre, né? E tu retornaste muitas vezes, acho que dezenas de vezes, convidado, não é, pelo Salvador, nos últimos anos, também pela Pickler Brasil, não é? E também fora daqui do Sul, São Paulo, Rio, Brasília. Eu acho que tu conheces bastante bem, não é? Como é que estamos no estudo do bebê no Brasil. Eu agradeço muito por aceitares o nosso convite prontamente e eu quero destacar a tua generosidade, a tua entrega, como distribuis pelo mundo afora teus conhecimentos, teus questionamentos teórico-técnicos advindo das tuas inquietudes, não é? No trabalho nas reflexões sobre a clínica e a pesquisa com bebês. No ano passado, estiveste também na SPPA, com uma conferência que foi um sucesso, que muitas pessoas, mais de 100 pessoas assistiram. Eu quero agradecer também, especialmente, a Silvia Nabinger, da Pickler Brasil, pela disponibilidade dela, como ela ajudou na organização, né, através da parceria de Laços no Ateliê da Infância, e também que ela aceitou de fazer uma reunião da DIA, do meu departamento de infância, sobre a Pickler, que foi uma reunião preparatória dessa nossa atividade de hoje, e que se chamou, não é, Conhecendo M. Pickler, o valor da primeira infância. Um objetivo
um obrigado a todos os presentes por estarem conosco nesse sábado de manhã, mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Eu vou apresentar o nosso palestrante Bowlesy. Bernard Bowlesy é psiquiatra infantil, psicanalista e membro da Associação Psicanalítica Francesa, professor de psiquiatria infantil da Université Paris Descartes desde 1993, diretor do Serviço de Psiquiatria Infantil do Hospital Necker, Enfants Malades de Paris. Atualmente é presidente da Associação Pickler-Lopsy, na França, e presidente da Associação Europeia de Psicopatologia da Criança e do Adolescente. Foi membro do Conselho Superior de Adoção na França e presidente do grupo World Association for Infant Mental Health, da língua francesa. Dentre sua extensa lista de livros, trabalhos publicados, eu vou destacar os títulos dos livros em português. Aqui no Brasil, ele tem Desenvolvimento Afetivo e Intelectual da Criança, publicado em 1998, sobre a psicoterapia pais-bebê, narratividade, filiação e transmissão, em 2003. Em Portugal, ele tem Insistir, Existir, do Ser à Pessoa, em 2001. Do Corpo ao Pensamento, 2002. O Desenvolvimento Afetivo e Intelectual da Criança, 2006. O Ser Bebê, em 2007. Bom, então agora eu passo a palavra ao Bernard Bowlesy para fazer, então, a sua conferência. Doutora Nara, eu gostaria de interromper 1 minuto para explicar como as pessoas escolhem o idioma e podem assistir a conferência inteira em português. Na barra de opções do Zoom, em alguns computadores embaixo, outros em cima, tem um globo que está escrito, interpretação. Eu peço que vocês cliquem nele e escolham o idioma português e se mantenham nele até o fim da atividade. Fazendo isso, vocês vão escutar a conferência inteira em português, tanto quanto a doutora Nara ou os demais participantes que vierem a aparecer na tela falarem português, ou quando Bernard Bowlesy proferir a palestra, vocês também escutarão em português. É isso. Merci beaucoup. Écoutez, c'est vraiment un très grand plaisir et un très grand honneur pour moi d'intervenir aujourd'hui pour cette conférence. Je remercie très sincèrement la Société de psychanalyse de Porto Alegre et en particulier Nara Caron qui a fait une présentation si aimable de mon trajet professionnel. Je remercie aussi très vivement Sylviana Binger et ses collègues qui sont à l'initiative de cette conférence. Et j'adresse un merci tout particulier, je veux qu'elle le traduise, à Vanise Dresch, qui est une merveilleuse traductrice que je connais depuis maintenant longtemps. Sur Zoom, j'ai un petit peu de mal à voir si elle rougit ou si elle ne rougit pas, mais en tout cas, c'est tout à fait ce que je pense.
Voilà, donc c'est un grand plaisir pour moi d'échanger en général avec les collègues hors de France, mais tout spécialement avec les collègues brésiliens. Nara, vous avez redit que j'étais venu souvent au Brésil. Je trouve que en Amérique latine, peut-être en général, mais au Brésil tout particulièrement, euh, et dans l'Europe du Sud, nous avons des préoccupations communes, c'est-à-dire de maintenir une psychanalyse vivante et ouverte sur l'histoire des idées, le mouvement des connaissances. Et je crois que Freud était un psychanalyste très ouvert aux idées scientifiques de son époque. Voilà, alors vous avez choisi le thème de l'observation directe. Ce qui est remarquable parce qu'en France, les deux grandes sociétés psychanalytiques, à savoir la Société psychanalytique de Paris et l'Association psychanalytique de France, à laquelle j'appartiens, ne sont pas très intéressées par la question de l'observation directe et de son impact sur la clinique. C'est très dommage. Je fais tout ce que je peux pour que les choses changent un petit peu dans mon association. Tout doucement, elle change et j'effectue un travail dans cette direction, en particulier avec quelqu'un comme Didier Houzel, dont vous avez sans doute entendu parler. Et puis, la question de l'observation directe, je vais y revenir tout à l'heure, c'est un petit peu curieux d'en parler en visioconférence, parce que l'observation est une activité polysensorielle qui fait intervenir tous les canaux sensoriels, pas simplement le voir, pas simplement le canal visuel ou le canal auditif, mais aussi le canal olfactif, tactile. Enfin, l'observation directe est très polysensorielle, mais évidemment, dans des visioconférences comme nous faisons en ce moment, ce sont seulement les sensorialités distales qui sont sollicitées, le voir et l'entendre, et le canal visuel et le canal auditif. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Et puis, un dernier mot d'introduction pour dire que je suis très heureux d'intervenir sur cette question de l'observation directe, et notamment dans le cadre de la formation, puisque dans quelques semaines, je vais inaugurer à Paris un institut que j'ai fondé, j'y travaille depuis plusieurs années, qui va s'appeler l'Institut contemporain de l'enfance, qui sera dédié à l'enseignement, à la formation, à la recherche, pour mettre en place des synergies, mais en référence claire à 4 référentiels: la psychanalyse, bien sûr, la psychopathologie, les psychopathologies, plus exactement, la pédagogie et aussi la culture. Voilà, donc pour moi, c'est une conférence qui est un moment fort dans la période actuelle. Je commencerai peut-être, je m'interromps 2 secondes pour demander à Vanise, tout va bien? Bon. Alors, je voudrais juste évoquer la place, je vais parler de l'observation directe selon la méthode d'Esther Bick, mais aussi selon la méthode d'Emmy Pichler. Avant cela, je voudrais rappeler quelques mots sur la place de l'observation directe dans la réflexion et dans la recherche sur les débuts de la vie psychique. Elle a une place effectivement qui me semble très importante. Comme vous le savez, les études sur le bébé ont pris un grand essor à la fin du XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, sans doute pour un ensemble de raisons complexes, mais probablement parce que les adultes ont éprouvé une très grande culpabilité après la dernière guerre mondiale, culpabilité par rapport aux souffrances incroyables qui ont été infligées à tout le monde, mais aux bébés en particulier, par ce terrible conflit. Et après avoir eu très longtemps une vision assez réductrice, d'un bébé un peu passif et réduit à ses fonctions vitales. D'ailleurs, on parlait moins de bébé à l'époque, on parlait plutôt de nourrisson, qui montre bien la centration sur le tube digestif. Les professionnels ont vraiment changé leur façon de voir le bébé et ont compris que le bébé était un organisme vivant qui était d'emblée ouvert sur
l'environnement, qui avait des capacités d'interaction sociale très immédiates, très intenses, qui avait beaucoup de pouvoir sur l'adulte. Un bébé qui va bien a beaucoup de pouvoir sur nous. Et qu'au fond, le bébé était à sa mesure, bien sûr, mais non pas passif, mais actif dans son propre développement. J'y reviendrai tout à l'heure à propos des fondamentaux de l'approche piclérienne. Et puis, j'ai envie de dire aussi que, à part ces raisons historiques liées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il faut aussi noter le fait que la fin du XXe siècle a été très préoccupée par la question des origines. Les historiens nous ont appris que chaque fin de siècle a un petit peu ses problématiques principales. La fin du XIXe siècle, par exemple, a été très préoccupée par l'énigme du dedans. Et c'est intéressant de remarquer que la même année, à la fin du XIXe siècle, en 1895, nous avons à la fois la découverte des rayons X, de la radioscopie par Röntgen, qui marque une très grande curiosité pour le dedans des corps. Et la même année, bien sûr, nous le savons tous, il y a l'étude par Freud et l'écriture par Freud et Breuer des études sur l'hystérie, qui marquent véritablement le début de la réflexion psychanalytique, qui est une immense curiosité pour le dedans du psychisme. Voilà, donc d'un côté, 1895 illustre bien cette problématique, cette énorme curiosité de la fin du XIXe siècle pour le dedans des corps, le dedans du psychisme. La fin du XXe siècle a plus été préoccupée par la question des origines. Et aujourd'hui encore, on est au début du XXIe siècle, mais on est encore pris dans ce mouvement. Il y a en permanence des émissions, des articles, des réflexions sur le début du système solaire, le début de l'univers, le début de la vie, l'origine de la Terre, etc. Et probablement s'intéresser au bébé fait partie de ce mouvement, puisque s'intéresser au bébé, c'est à la fois s'intéresser au début de la vie physique, à partir de quand un ovocyte, un embryon, un fœtus sont véritablement vivants physiquement, et à partir de quand peut-on parler de début de la vie psychique, même si il n'y a pas de point zéro, bien évidemment, et que la naissance de la vie psychique ne peut être pensée que d'un point de vue interactif. Voilà, je voulais un peu rappeler ces conditions historiques qui ont présidé à la naissance, à l'essor considérable de la psychologie du développement précoce, de la psychopathologie du développement précoce, de la psychiatrie du bébé. Vraiment, c'est un mouvement très intense, mais évidemment encore très jeune, 30 ans, 40 ans, 50 ans au maximum, très jeune par rapport à l'histoire des idées et par rapport au mouvement des connaissances. C'est donc une discipline enthousiasmante et très vivante, en ce sens qu'elle est tellement jeune qu'il y a encore beaucoup plus de questions, bien sûr, que de réponses. Alors, j'ajoute enfin que l'apport de l'observation directe a été très important aussi pour des grandes questions ontologiques, donc la naissance de la vie psychique. Et il faut dire que jusque-là, pour penser les débuts de la vie psychique, en France, quelqu'un comme Claude Lévi-Strauss a bien montré que nous avions surtout à notre disposition des approches métaphoriques, et notamment au niveau des mythes, qui donnent un certain nombre de réponses à des questions, à des grandes questions ontologiques, mais il y a toujours, avec la dimension métaphorique des constructions mythologiques, il y a toujours ce foisonnement. Un mythe peut toujours donner plusieurs réponses plusieurs aspects sur une seule thématique. L'approche scientifique est moins une approche métaphorique, plus une approche métonymique qui cherche à donner une réponse pour une question. Et à vrai dire, penser les débuts de la vie psychique était une question éternelle, mais très complexe. Et ce qui a renouvelé, je crois, nos réflexions sur cette question des débuts de la vie psychique, c'est d'une part la cure analytique,
parce que la cure analytique donne accès dans la dynamique du transfert et du contre-transfert, elle donne accès à certains mécanismes psychiques qui sont très rapides, très fugitifs au début de la vie, mais qui reprennent une activité dans le champ de la cure et qui sont plus visibles, plus observables, parce que comme s'ils étaient un petit peu grossis et un peu ralentis. Voilà, donc la cure analytique elle-même a donné accès à des réflexions rétrospectives, bien entendu, mais sur les tout débuts de la vie psychique. Ce à quoi on peut aussi ajouter les études sur l'autisme et toutes les pathologies archaïques qui nous ont permis de comprendre dans quels mécanismes psychiques précoces les enfants autistes ou psychotiques étaient enlisés. En disant cela, je ne dis pas du tout que l'autisme est une sorte d'arrêt développemental, mais quand même, chez les enfants autistes, on voit certains mécanismes psychiques originaires qui sont très visibles, mais qui existent aussi chez les bébés. En disant ça, je pense au démantèlement de Donald Melzer. Le démantèlement a d'abord été observé chez les enfants autistes parce qu'il est plus intense, il est plus flagrant. Mais quand on l'a découvert chez les enfants autistes, on s'est aperçu que chez tous les bébés, même chez les bébés qui vont bien, il y a des petites périodes de démantèlement sensoriel qui sont tout à fait naturelles et physiologiques. Voilà, donc la cure analytique nous a relancé la réflexion sur les débuts de la vie psychique. L'étude de plus en plus approfondie des pathologies autistiques également. Et troisièmement, c'est l'observation directe qui nous a appris beaucoup sur les tout premiers mécanismes de la vie psychique. D'où son intérêt, et non seulement d'un point de vue conceptuel, mais je crois du point de vue de la formation et du point de vue du soin psychique aussi. J'y reviendrai tout à l'heure. Un dernier mot aussi pour dire que si au Brésil, si à Porto Alegre, la société psychanalytique s'intéresse à l'observation directe, et je suis très sensible à cela. Je l'ai dit tout à l'heure, de nombreuses sociétés psychanalytiques ne s'y intéressent pas autant, et pourtant, la place de l'observation est importante depuis longtemps dans l'histoire de la psychanalyse. Quand on pense à Freud, par exemple, Freud était lui-même un excellent observateur. Quand on lit les différentes rééditions successives des 3 essais sur la théorie de la sexualité, qui ont été publiés en 1905, souvent dans les notes, et notamment d'ailleurs dans le chapitre sur l'analité, on voit des notes qui sont de la clinique d'observation directissime, qui ne sont pas du tout du matériel verbal issu des patients, qui sont probablement des choses que Freud avait observées lui-même auprès de ses enfants, de ses petits-enfants. Freud était un très bon observateur et il ne méprisait pas du tout l'observation directe. Dans ce livre de 1905, les 3 essais sur la théorie de la sexualité, d'ailleurs, à cette époque, il incite ses collaborateurs et ses élèves de l'époque à observer autour de lui si les choses qu'il avance dans ces modèles du développement psychoaffectif peuvent être observées dans le développement des enfants sous nos yeux. Il me semble que c'est surtout après la mort de Freud qu'on a assisté à un clivage très important, très intense, dans certains pays très violents même, entre les partisans de l'enfant observé et les partisans de l'enfant reconstruit. Comme si les deux, d'ailleurs, visions de l'enfance pouvaient être à ce point-là séparées. Freud savait faire à merveille le va-et-vient dialectique entre l'observation et la reconstruction, et ça, c'était sa force, c'était son génie probablement, mais nous devons en tirer quelque chose. Il faut partir de la clinique, aller vers une modélisation, revenir vers la clinique, et de manière incessante, cette dialectique doit être entretenue. Mais après la mort de Freud, on a vu des auteurs vraiment devenir des partisans exclusifs de l'enfant reconstruit, comme si l'enfant observé ne pouvait pas être psychanalytique. Et on a vu des observateurs directs
de bébé, rejeter la psychanalyse en disant mais ce qui compte, c'est ce que l'on voit, c'est pas ce que l'on reconstruit. C'est vraiment un clivage très dommageable. Je suis très heureux si au Brésil, ce clivage n'est pas aussi sensible qu'il l'a pu l'être, mais on a, je crois, perdu beaucoup de temps avec ça. Et qu'on pense aussi à Anna Freud. Anna Freud, dans son livre sur le normal et le pathologique, par exemple, dans les premiers chapitres de ce livre, elle fait une grande place à l'observation. Une très grande place, en disant bien sûr, à partir de ce que l'on observe, ce que l'on observe n'est pas valable de manière universelle, c'est valable pour cet enfant-là, et dans l'approche contre-transférentielle, on doit aller rechercher qu'est-ce que le comportement observé, à quoi le comportement observé peut renvoyer dans la structure psychique de cet enfant-là, sans faire d'équations linéaires, univoques et permanentes. Mélanie Klein elle-même, on la décrit souvent comme quelqu'un de très théorique, de très rétrospectif. En réalité, Mélanie Klein elle-même, dans un article de 1952, fait un grand éloge de l'observation directe, en disant qu'une des tâches des psychanalystes d'enfants était d'observer les bébés dans leur berceau et de voir les moments de quiétude, de tranquillité, qu'ils pouvaient traverser, et puis aussi à certains moments des moments d'angoisse ou d'inquiétude. Et l'observation directe, même chez Mélanie Klein, a une certaine place. Chez Winnicott, tout le monde le sait, je n'y reviens pas, il a même standardisé certaines situations d'observation directe à travers notamment le jeu de la spatule. Quant à René Spitz, il a pousser l'observation directe jusqu'à l'introduction des enregistrements audiovisuels, des films dont nous nous servons beaucoup maintenant dans la clinique du bébé. Alors, je vais m'arrêter là sur ces rappels historiques, mais ce que je voudrais dire, c'est que l'observation directe a toujours des liens avec la subjectivité de l'observateur. Et je reviens à Freud. Pour parler, par exemple, du jeu du Forte-Da, du jeu de la bobine, qui est un grand succès de l'observation et qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait réfléchir un grand nombre d'auteurs. Freud a observé ce jeu donc chez son petit-fils, à un moment d'ailleurs où les parents de ce petit-fils étaient en difficulté et où sans doute le petit enfant était confronté à un certain nombre d'absences ou en tout cas de discontinuités dans sa relation avec sa mère en particulier, la fille de Freud. Ce qui est intéressant, c'est que Freud a observé ce jeu quand le bébé avait 18 mois. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui a été souligné en France par André Green et aussi par un auteur important, Jacqueline Lanouzière. 18 mois, c'est pas n'importe quoi pour Freud. 18 mois, c'est aussi l'âge qu'il donne pour la scène primitive de l'homme au loup. Et 18 mois, c'est aussi l'âge où Freud lui-même a perdu son petit frère, il était l'aîné, et quand Freud avait 18 mois, Julius, le bébé suivant, est mort, avec évidemment un deuil maternel très important, qui a peut-être d'ailleurs enclenché la vocation thérapeutique de Freud à l'égard de sa mère. Donc 18 mois, c'est quelque chose d'important dans la vie de Freud. Et cet âge de 18 mois revient comme ça, comme une espèce d'écho répétitif dans l'œuvre, dans le travail de Freud, la scène primitive de l'homme au loup, le Forte-Da, le jeu de la bobine chez le petit-fils, alors que probablement il jouait à cela avant. Ce qui veut dire que même si nos découvertes sont infiltrées de notre problématique personnelle, ça n'empêche pas que ces découvertes puissent avoir une valeur plus générale, si ce n'est universelle, en tout cas plus générale. On ne parle pas que de soi quand on propose un modèle, mais forcément ce que l'on est infiltre nos positions théoriques. Et puis vous voyez, les bébés en général jouent au jeu de la bobine bien avant 18 mois, quand ils vont bien. Mais qu'est-ce qui fait que Freud l'a remarqué quand ? À cet âge-là. Il y a ce que je viens de vous dire, et il y a aussi le fait qu'à 18 mois, le jeu a été vocalisé. C'est-à-dire que c'est là que sont apparus le « haut »
et le A. Le O pour forte, loin, le A pour da, ici, ici, loin, ici, loin. Et Freud, dont l'investissement de la parole est si important, n'a peut-être remarqué ce jeu qu'à partir du moment où il était vocalisé. Ce qui montre encore une fois que nos observations sont imprégnées de notre subjectivité et que pour autant, elles peuvent prétendre, quand elles sont importantes, à une valeur générale. Voilà, alors j'en termine pour cette introduction, si on peut dire, un peu longue, en disant simplement que Daniel Stern, dans son livre très fameux sur le monde interpersonnel du bébé, un livre qui date de 1989, a consacré quelques pages absolument magistrales sur l'histoire de ce conflit entre les partisans du bébé observé et les partisans du bébé reconstruit. Comme lui, mais vous l'avez compris, je suis partisan des deux. Nous avons besoin, pour comprendre la croissance psychique des bébés, nous avons besoin et d'observer et de reconstruire et de dialectiser absolument ces deux positions. Alors, un petit mot donc sur les deux grands types d'observation dont je souhaitais parler aujourd'hui, l'observation esterbique, comme on dit, et l'observation Emmy-Pichler. C'est intéressant de voir que ces deux femmes, ces deux grandes pédagogues ont vraiment couvert le XXe siècle, puisqu'elles sont nées toutes les deux en 1902. Emmy Esterbick est morte en 1984 et Emmy Pichler est morte en 1983. Donc c'est vraiment la même durée de vie qui couvre à peu près l'ensemble du siècle. Je vais commencer par l'observation directe Esterbick, parce que l'observation Emmy Pichler est peut-être un petit peu moins codifiée que celle d'Esterbick. Voilà, alors je vais continuer à parler lentement pour faciliter le travail de Vanise, mais je vais aller assez vite quand même sur certains points que tout le monde connaît. Esterbick donc, est né en Pologne, d'une famille juive, qui fait que la famille a dû fuir la Pologne quand on commençait les pogroms avant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est passée par Vienne et puis elle est arrivée ensuite à Londres. Et c'est en 1949 que John Bowlby, à Londres, elle a fait une deuxième analyse. À Vienne, elle avait rencontré Charlotte Bühler, qui est une pionnière dans l'étude des interactions précoces. Et à Londres, elle a fait une deuxième analyse avec Mélanie Klein. Pour la petite histoire, j'ai envie d'ajouter aussi que dans ses études de médecine, Esterbick, on avait demandé à Esterbick de faire une étude d'observation de jumeaux, mais une observation très pédiatrique, en regardant le mouvement des bras, le mouvement des mains, la position des membres, de la tête. Elle l'a faite, mais elle en a gardé un souvenir très pénible. Et dans des entretiens qu'elle a eus longtemps après avec Didier Houzel, que je mentionnais tout à l'heure, elle disait que peut-être elle avait gardé un tellement mauvais souvenir de cette observation pédiatrique purement objectivante que peut-être elle avait été amenée à inventer son modèle de l'observation directe justement pour y inclure la subjectivité de l'observateur. Alors c'est en 1949 que John Bowlby, qui dirigeait à ce moment-là, à cette époque, la Tavistock Clinic, lui a demandé de mettre en place, d'inventer une méthode qui pourrait sensibiliser les futurs analystes au développement précoce, à aiguiser leur regard sur la croissance et la maturation psychique de l'enfant. Et à vrai dire, ce que souhaitait John Bowlby, c'était une méthode qui serait proposée pas seulement aux futurs psychanalystes d'enfants, mais aux psychanalystes en général. Et ça c'est une idée importante, parce que sans doute déjà Bowlby avait l'idée qu'une bonne connaissance des étapes précoces du développement pouvait aider même des analystes qui un jour ne recevraient peut-être que des adultes ou des enfants. J'ai dit peut-être, et j'avais envie aussi de dire malheureusement, parce que je crois que c'est bien de recevoir et des adultes et des enfants.
il me semble qu'on écoute, j'y reviendrai tout à l'heure, on n'écoute pas aussi bien les adultes si on n'a aucune pratique avec les enfants. Et pour la pratique avec les enfants, on a évidemment besoin de bien connaître les adultes, puisque les parents des enfants sont des adultes. Alors moi, je rêve de sociétés psychanalytiques où on serait psychanalyste et d'adultes et d'enfants, mais aussi dans la formation. Peut-être ça reviendra dans la discussion. Voilà, et alors, Esterbik a donc proposé sa méthode. Esterbik avait un grand sens éthique. Et la méthode qu'elle a inventée, même si elle l'a inventée pour la formation, à la demande de John Bowlby, elle a toujours dit que si on devait classer les objectifs éthiques de l'observation directe, il fallait mettre en premier le bien-être de la dyade. L'observation directe est faite d'abord et avant tout pour apporter quelque chose de positif à la dyade mère-bébé ou à la triade père-mère-bébé. En deuxième vient la formation, même si c'est pour la formation qu'on a inventé cette méthode. Et en troisième seulement, la recherche. Jamais on ne met en place une observation directe esterbik uniquement pour un souci de recherche. Il se trouve que l'observation directe nous apporte beaucoup de connaissances sur le développement précoce, mais en quelque sorte, ces acquisitions, ces nouvelles données sont en plus, on pourrait dire, de surcroît, en prime. C'est un plaisir. Les aspects recherche de l'observation directe ne sont jamais les premiers ni les seuls. C'est un plaisir en prime, en quelque sorte. Le but principal, c'est le bien-être du bébé et des adultes qui s'en occupent, et c'est la formation des professionnels, bien sûr. Alors, je voudrais aussi vous faire remarquer que les trois temps de la méthode Esterbik, c'est-à-dire le temps de la séance, le temps de la prise de notes, l'inscription par des notes, et troisièmement, le temps groupal, sont des temps qui reprennent ce que Freud a dit de l'acte psychique. Esterbik ne l'a jamais dit aussi clairement que cela, mais quand on regarde, c'est frappant. Le temps de la séance, les trois temps que Freud a définis pour tout acte psychique, c'est le temps de l'attention, c'est le temps de la mémorisation, l'inscription mnésique, et c'est le temps du jugement. Bon, le mot est un petit peu démodé aujourd'hui, mais Freud insistait beaucoup sur ces trois temps de tout acte psychique. Le temps de l'attention, le temps de la mémorisation et le temps du jugement. Et quand on regarde les trois temps de la séance d'Esterbik, les trois temps de la méthode Esterbik, on a exactement le temps de la séance, 45 minutes, 1 heure par semaine, qui correspond au temps de l'attention. On a ensuite la prise de notes par l'observateur, qui correspond au temps de la mémorisation. Et on a ensuite le temps groupal, qui correspond à ce que Freud appelait le jugement. Aujourd'hui, on pourrait dire le temps de l'élaboration. Et probablement la grande force de la méthode Esterbik d'observation, c'est de bien dissocier les trois temps de tout acte psychique. Pendant qu'on observe, on n'écrit pas. Pendant qu'on écrit, on ne pense pas à la théorie. Le sens, la théorisation, le modèle viendra dans le groupe, dans le troisième temps hebdomadaire de la séance. Encore une fois, la dissociation de ces trois temps est très importante et dans la formation, très, très aidante aussi. Parce que ce que cette méthode permet de faire sentir aux futurs analystes, c'est que pendant qu'on écoute, pendant qu'on observe, on n'est pas tout de suite en train de faire des théories. La théorie, elle viendra plus tard. Le sens, il émergera plus tard. S'il y a du sens, il émergera en son temps. Un petit peu dans l'optique de ce que Wilfred Bion a décrit sous le terme de capacité négative. Il faut d'abord supporter d'observer sans comprendre. Il y a un temps pour l'observation, il y a un temps pour la compréhension. La méthode d'observation d'Esterbik sépare très nettement ces différents temps et permet d'apprendre la patience aux futurs analystes, la patience et de supporter, de tolérer, de supporter en soi, de ne pas comprendre tout et tout de suite.
Hein. Sinon, dans le métier d'analyste, on risque d'être dans une espèce de précipitation et d'interprétation sauvage et trop rapide, trop hâtive. Je trouve qu'il y a là une très grande force dans la méthode Esterbig d'observation, cette dissociation, bien sûr, des trois temps. Je fais remarquer aussi que le troisième temps, le temps du groupe, est un temps groupal, donc, qui est officiellement introduit. C'est la première fois dans l'histoire des idées autour du bébé qu'un temps groupal est clairement introduit dans une méthodologie. Et c'est important parce que les enveloppes groupales sont en train de s'instaurer chez le bébé. Et dans un groupe d'observation, il y a quelque chose du processus même de la croissance psychique de l'enfant qui est incarné par le fonctionnement groupal. Le groupe, c'est des enveloppes. Le groupe, c'est une bisexualité. Le groupe, c'est une attention partagée. Il y a des choses qu'on peut penser tout seul face à un bébé, mais il y a des choses qu'on ne pourra penser qu'en groupe, parce que justement, le groupe psychique est quelque chose d'important pour le bébé qui est en construction. Hein, il y a une espèce de résonance, de réverbération entre la question du groupe psychique chez le bébé qui est en train de s'organiser et le groupe d'élaboration dans la méthode Esterbig. Pour la formation, l'observateur, vous le savez, n'a pas besoin d'être analyste. Cette méthode a été inventée pour les analystes, mais elle peut être proposée à toute personne travaillant dans le champ de l'enfance et intéressée par l'observation du bébé dans son milieu naturel. Ça peut être des orthophonistes, des psychomotriciennes, des puéricultrices, des éducatrices de jeunes enfants. Voilà. Mais Esterbig avait bien dit, l'observateur, l'observatrice n'a pas besoin d'être analyste. Quel que soit son métier dans le champ de l'enfance, il est le bienvenu. En revanche, le groupe doit être animé par un psychanalyste, lui-même formé à l'observation directe des bébés. Et si possible, elle disait, ça c'est très difficile aujourd'hui pour des raisons financières, de stress, mais elle disait qu'un groupe d'observation, c'est une dizaine ou une douzaine de professionnels venant d'horizons différents. Ça c'est très important, venant d'horizons différents. Parce que si on compose le groupe d'observation avec 10 winnicottiens, ou 10 kleiniens, ou 10 bioniens, on n'entendra que du Bion, que du Winnicott ou que du Mélanie Klein. Or, chaque modèle est un modèle général et chaque bébé est différent. Chaque bébé apporte sa spécificité, son style, ses particularités au développement. Et si on veut vraiment entendre ce que ce bébé-là nous dit de son développement, il ne faut pas l'enfermer dans une grille a priori. Donc idéalement, il faudrait avoir une petite dizaine de participants, mais ayant des références théoriques et cliniques différentes. C'est assez difficile parce que dans les équipes, il y a souvent une théorie qui est plus dominante qu'une autre, mais c'est quelque chose quand même à ne pas oublier. Et puis, je voudrais dire aussi que l'observation directe des bébés, que ce soit d'ailleurs pour Esterbig ou pour Edmund Pichler, j'y reviendrai tout à l'heure, elle n'a de sens, elle n'est légitime que si on croit, je mets croire entre guillemets parce que il ne s'agit pas de croyance, bien entendu, mais que si on est persuadé que la pensée s'exprime aussi par le corps. La pensée ne s'exprime pas que par les mots, la pensée s'exprime aussi par le corps. C'est toute la question de la symbolisation primaire, préverbale ou prélinguistique. Bien entendu, Nara, vous avez rappelé tout à l'heure que j'étais enseignant à Paris Descartes. C'est vrai, mais je sais aussi à quel point le dualisme de Descartes nous a fait du mal concernant le bébé. Pour le bébé, on ne peut pas séparer le corps et le psychisme. La pensée s'exprime. Le corps est une façon de penser. Bien sûr, le bébé pense aussi avec son cerveau, comme nous tous, mais nous pensons tous aussi avec notre corps et les images motrices qui sont observables sont de la pensée. Les images motrices ne sont pas simplement un reflet périphérique d'une pensée purement cérébrale et sous-jacente. Quand le bébé bouge, il pense. Et quand un bébé ne bouge pas,
il ne peut pas penser. Je dis ça avec force parce que tout à l'heure, je vous dirai un mot de l'activité autonome, la liberté de bouger pour les enfants dans l'approche piclérienne. Un bébé qui ne bouge pas est un bébé qui ne peut pas penser. Et personnellement, dans la partie pédopsychiatrique de mon travail, j'ai toujours été plus inquiet pour les bébés qui ne bougent pas assez que pour les bébés qui bougent trop. On parle tout le temps d'hyperactivité, de troubles de l'attention, de concentration. C'est beaucoup plus grave de ne pas bouger que de trop bouger, surtout au début de la vie, parce que, encore une fois, le mouvement et la pensée sont indissociables. Et je vais prendre un exemple pour illustrer cette question de l'image motrice, qui est observable. Alors, je vais prendre un exemple, mais tout de suite, je précise, tout n'est pas observable. Il ne faut peut-être pas considérer les observateurs de bébés plus naïfs qu'ils ne le sont. Ce n'est pas parce que nous pouvons observer une certaine expression corporelle de la pensée que nous croyons que nous pouvons observer en direct au refoulement psychique. Bien entendu, non. Bien entendu, non. Mais ce qu'on peut observer a une valeur considérable. Et je vais prendre l'exemple de ce que Geneviève Hague, je sais qu'on la connaît beaucoup au Brésil, qui est une grande observatrice de bébés, justement, qui a beaucoup contribué à l'introduction de l'observation directe esthérabique en France, qui est aussi une grande thérapeute d'enfants autistes. Esther Bick a décrit ce qu'elle appelle les boucles de retour. Et ça c'est magnifique parce qu'on peut les voir et elle nous a montré ce qu'on peut en dire, ce qu'on peut en comprendre. Quand un bébé de quelques mois qui commence, qui a à peu près accédé à l'intersubjectivité, c'est-à-dire un bébé qui commence à ressentir, à éprouver vraiment que lui, c'est lui, que la mère, c'est la mère, et qu'entre les deux, il y a un écart intersubjectif, quand le bébé commence à se différencier en quelque sorte. Geneva nous a montré, elle l'a remarqué, même maintenant qu'elle l'a vu, on peut tous le voir, c'était sous nos yeux, mais encore fallait-il quelqu'un qui l'observe, justement. Quand un bébé vient de passer un moment très harmonieux, très agréable dans les bras de l'adulte, sa mère, son père, un professionnel, dans les bras d'un adulte qui prend soin de lui, il est encore dans les bras de l'adulte. Et juste après, il va faire un petit mouvement avec sa main. Alors, c'est plus ou moins net selon les bébés, mais un mouvement qui part comme ça un petit peu de sa tête, qui va vers l'autre et qui revient. C'est une observation magnifique. C'est un mouvement, une boucle qui va vers l'autre, comme si elle voulait toucher l'autre au fond, et puis ensuite elle revient. Boucle de retour. Geneviève Hague a proposé l'idée, c'est une interprétation professionnelle, mais les parents font aussi des interprétations, bien entendu. Un bébé ne peut pas vivre sans des adultes qui interprètent ses comportements. Geneviève Hague a proposé l'idée qu'avec ce geste-là, qu'on va garder toute la vie d'ailleurs, puisque quand on parle, on fait assez facilement ce mouvement. Moi, mais tout le monde un petit peu. Eh bien, Geneviève Hague a proposé l'idée que là, on avait une image motrice. Et que le bébé cherchait au fond à nous montrer, elle dit même parfois à nous démontrer. Peut-être que le terme de démontrer a quelque chose d'un petit peu trop délibéré ou volontaire. Enfin, en tout cas, à nous montrer, il a compris ce qui s'était passé dans le mouvement interactif qui vient d'avoir lieu. Mouvement interactif très harmonieux, très réussi. Il a compris, il a senti, c'est plus senti que compris, que quelque chose avait circulé de lui vers l'autre, quelque chose qu'il avait envoyé vers l'autre, quelque chose qui voulait toucher l'autre au fond, à la recherche d'un point de rebond que peut-être les enfants autistes ne trouveront jamais, justement, parce que les enfants autistes ont souvent le sentiment que ce qu'ils envoient va se perdre. Là, au contraire, le bébé a vécu un bon moment, un moment heureux, et avec ce geste-là, il nous démontre qu'il a compris, ressenti qu'il avait envoyé quelque chose dans le psychisme de l'autre, qu'il avait touché l'autre au fond, et que quelque chose de l'autre était revenu. Le détour par l'autre sur lequel Bion insiste, bien entendu, si nettement dans toute son œuvre.
Voilà, alors là on a une interprétation d'un mouvement, c'est une image motrice, le bébé est encore dans les bras de la mère, il n'y a pas d'écart spatial, il y a un petit écart temporel, et c'est un aspect de la symbolisation primaire en présence de l'objet qui se déroule sous nos yeux. Et je crois que là, c'est un type de matériel qui est central dans l'observation directe d'Esterbeek, dans cet espace intime, péricorporel, très proche du bébé. Qu'est-ce que le bébé va pouvoir faire avec son corps pour symboliser quelque chose qu'il est en train de vivre avec son entourage, avec ses proches. Voilà, et vous voyez, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ce mouvement de la main, c'est pas quelque chose de périphérique par rapport à une pensée profonde. C'est ce mouvement-là qui lui permet de penser cela. S'il ne fait pas ce mouvement-là, il ne peut pas progressivement organiser ses représentations mentales à propos des interactions. Et Genevag ajoute d'ailleurs que dans le mot, et que ce que le bébé comprend, c'est que ce qui a circulé entre lui et l'autre, quand il est à cet âge-là, ce sont principalement les émotions. Et dans le mot d'émotion, étymologiquement, nous avons cette idée, d'ailleurs, à partir du latin, d'un mouvement vers le dehors. Et mouvoir, et motion, la motion, le mouvement vers le dehors, le bébé nous montre qu'il commence à comprendre quelque chose de la circulation des émotions. Voilà, alors, encore une fois, observer les images motrices. Et si on n'est pas persuadé, bien sûr, que les images motrices existent, alors on ne peut pas adhérer à la question de l'observation directe. Mais le cœur même de l'observation directe Esterbeek, c'est justement de se centrer sur tout ce théâtre corporel entre mère et bébé, qui nous renseigne de manière très émouvante d'ailleurs sur la manière dont le bébé est en train d'organiser son monde interne face à des adultes, bien sûr, qui eux sont très en avance sur lui, mais bien sûr, chacun le sait. Alors, si observer la symbolisation primaire, observer les images motrices, c'est tout à fait possible. Encore une fois, aucun observateur ne pense que l'observation directe permet d'observer en direct au processus du refoulement, bien entendu, parce qu'il y a tous les effets d'après-coup, ce sont deux choses différentes. Mais à l'inverse, il me semble que les psychanalystes ne peuvent pas se désintéresser de l'observation directe, parce qu'aucun psychanalyste ne ferme les yeux entre le moment où son patient entre dans le cabinet et le moment où il s'allonge, sans qu'on le sache ou sans qu'on le veuille. On observe beaucoup de choses dans la manière dont la personne arrive, dont elle se conduit, dont elle est habillée. L'observation directe fait aussi, dans une petite mesure, partie du cadre de la Curti. À propos de la fin de l'observation, je ne vais pas m'y étendre, on a eu un peu les mêmes discussions qu'à propos de la fin de la cure. Est-ce que le cadre doit être maintenu inchangé jusqu'au bout, au bout d'un an, au bout de 2 ans, puisque l'observation directe Esterbeek, c'est une séance par semaine pendant 12 ou 18 mois ou 24. Où est-ce qu'on espace les séances? Je vais laisser ça de côté. Mais je voudrais dire aussi que l'observation directe, après Esterbeek d'ailleurs, a été utilisée non plus à des fins de formation, mais à des fins thérapeutiques. Et là, il faut en dire un petit mot, parce que bien sûr, il y a quelques aménagements. Là, dans l'observation à visée thérapeutique, l'observateur qui va aller dans une famille doit lui-même avoir fait un certain travail analytique personnel pour supporter des ambiances familiales qui sont parfois très, très projectives, très violentes, très, très délétères. Donc là, on n'est plus du tout dans le cadre de la formation. L'observation de formation peut commencer dès la naissance du bébé. Parfois même, la rencontre a lieu à la maternité. L'observation thérapeutique, évidemment, commence plus tard, quand des premiers signes de pathologie, des signes d'alarme commencent à apparaître, 3 mois, 4 mois, 5 mois. L'observateur doit être lui-même analyste ou analysé.
Et le groupe d'observation, le groupe sera souvent plus restreint, non pas 10 ou 12 personnes, parce que c'est trop difficile à organiser dans les équipes, mais 4 ou 5 personnes très expérimentées et très intéressées, bien sûr, par l'observation directe. Et on peut se demander pourquoi est-ce que l'observation directe peut avoir un effet thérapeutique. Je voudrais dire d'ailleurs que si l'observation directe de formation a ensuite débouché sur des observations directes thérapeutiques, c'est parce que tous les observateurs directs ont ressenti que les bébés observés allaient plutôt bien. Alors évidemment, dans l'observation de formation, on choisit justement des bébés qui vont à peu près bien dans une famille qui ne présente pas trop de désordre ou de difficultés psychopathologiques. C'est d'ailleurs un choix compliqué parce que même si les parents ne sont ni schizophrènes, ni alcooliques, ni maltraitants, personne ne garantit que le bébé va aller bien pour autant pendant 2 ans. Mais enfin bon, on essaie de choisir une famille qui n'ait pas de désordre trop intense. Et on s'est aperçu que les bébés observés, finalement, à la fin de l'observation, semblaient aller particulièrement bien. Alors c'est difficile cette notion-là, parce qu'on choisit des bébés qui vont bien. Comment est-ce qu'on peut affirmer qu'à la fin de l'observation, ils vont mieux que seulement bien, mieux que si on n'avait pas fait l'observation? C'est vrai que c'est un petit peu subjectif, mais probablement, je vais le redire dans un instant, les bébés qui ont été observés se sont identifiés progressivement aux fonctions de contenance et aux fonctions d'attention de l'observateur. Et un bébé attentif, un bébé qui est attentif aux mouvements psychiques autour de lui, qui est attentif à ses propres émotions, qui met en place une espèce d'une certaine gravité, un certain sérieux, une certaine attention à la vie psychique. C'est évidemment des bébés intéressants et qui vont bien. Nous manquons un peu de recul pour savoir s'il y a plus d'analystes parmi les bébés qui ont été observés que dans la population générale, mais ce serait intéressant peut-être un jour de regarder cela. Alors par où passe cet effet thérapeutique? Cet effet thérapeutique qui a ensuite été utilisé donc dans les observations directes à visée thérapeutique. Je vais citer deux ou trois, quatre pistes possibles de réflexion. Il y en aurait probablement d'autres. En France, c'est Didier Houzel, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui a beaucoup réfléchi par où passe l'effet thérapeutique des observations directes. Alors, on peut dire que d'abord, le bébé dans une famille est un intrus officieux. C'est une nouvelle petite personne qui arrive dans le groupe familial. Bien entendu, dans les bons cas, il est attendu, il est désiré, mais quand même, son arrivée est très dérangeante dans le bon sens du terme. Il va provoquer une crise d'identité familiale. Chacun, en quelques jours, quelques semaines, doit retrouver de nouvelles marques, en particulier les frères et les sœurs, s'il y en a déjà, mais même les parents. Le bébé est un intrus officieux, c'est-à-dire un intrus à qui il est difficile de dire qu'il est intrus. Mais ça, c'est toute l'ambivalence, bien sûr. Il n'y a pas de relation parent-bébé qui soit dépourvue d'ambivalence. Winnicott y a beaucoup insisté. Mais c'est tellement difficile de penser l'intrus comme un bébé que toute ce mouvement de pensée va se défléchir, se dériver vers l'observateur, qui lui est un intrus officiel. Et même les familles qui acceptent l'observation directe vont pouvoir avoir, bien sûr, au fil des mois, au fil d'1 an, 2 ans, des mouvements très ambivalents envers l'observateur. Et l'observateur aura besoin, dans son contre-transfert, de tout le soutien du groupe pour pouvoir continuer parfois. Parce que ça peut être assez violent, mais même dans une famille qui va bien. Voilà, donc en quelque sorte, si on ne peut pas dire du bébé, si on n'ose pas dire, si on n'ose pas penser même que le bébé est un intrus, alors l'observateur est un intrus officiel, et cette ambivalence qui est dérivée sur l'observateur, en quelque sorte, soulage, allège la relation parent-bébé.
Un autre mécanisme très important, c'est ce que Donald Melzer, a appelé la fonction sein, la poitrine, toilette, accueil, évacuation. C'est un petit peu relié d'ailleurs à la précédente, c'est-à-dire que devant un observateur neutre et bienveillant, si la mère peut dire des choses concernant son bébé qui la gênent, qui la dérangent, si le bébé ne dort pas, si la mère est fatiguée, la mère a peut-être tout à fait souhaité que le bébé naisse, mais le bébé est là et il occasionne un certain nombre de difficultés. Si la mère peut les exprimer à l'autre, à ce moment-là, l'observateur va servir de lieu d'accueil, de contenance, de transformation et de dérivation de ces pensées hostiles envers le bébé. C'est également quelque chose qui va dans le bon sens pour le bébé. Et puis, vous avez aussi, Didier Houzel insiste sur la notion de transfert grand-parental qui se joue souvent dans l'observation directe, quel que soit l'âge de l'observateur d'ailleurs, parce que la question du transfert n'est pas une question d'âge, même si l'observateur ou l'observatrice sont jeunes, sa présence neutre et bienveillante peut avoir une fonction d'allègement des imagos tutélaires de la mère ou du père. La mère a pu vivre dans l'idée, dans son enfance, dans son adolescence, que peut-être elle ne serait pas une bonne mère, qu'elle n'avait pas le droit d'avoir des bébés. Pareil pour le père, d'ailleurs. Et le fait que l'observateur soit là et vienne de séance en séance observer comment le bébé se développe dans son milieu naturel, c'est un gain narcissique majeur pour la mère. C'est comme si quelqu'un, un tiers, l'autorisait tout purement et simplement à être mère. Ça a une valeur, cette présence neutre et bienveillante a une valeur d'interprétation latente extrêmement forte et qui d'ailleurs explique que, selon les cultures, les choses sont un peu différentes, mais on aurait pu penser que peu de familles acceptent la présence d'un observateur une fois par semaine, comme ça, pendant 2 ans. Or, finalement, la plupart des familles à qui on le propose l'acceptent, comme si elles pressentaient que cette présence-là avait quelque chose de très bénéfique pour elles. Alors, il faut dire qu'en Europe, je ne suis pas sûr que ce soit exactement pareil en Amérique du Sud, mais les mères, après l'accouchement, se sentent souvent très seules. Le père repart très vite au travail, les congés de paternité sont très courts, enfin, on est en train de les allonger un petit peu en France en ce moment, mais ils sont relativement courts. La famille nucléaire est parfois un peu coupée des grands-parents, d'un côté ou de l'autre. La mère, après un accouchement, se sent souvent très seule. Et en fait, cette présence de l'observateur une fois par semaine est très importante pour elle, très narcissisante. Et d'ailleurs, cette présence, elle a aussi une signification pour la mère. Ça veut dire que son bébé vaut la peine que quelqu'un comme ça, une fois par semaine, pendant 2 ans, vienne voir comment il se développe. Ça a quelque chose de très soutenant. C'est une parade peut-être par rapport au sentiment de solitude, mais c'est aussi quelque chose qui valorise et revalorise le bébé. Voilà, donc bébé, intrus, l'observateur comme intrus officiel, la fonction Saint-Toilette de l'observateur, la transformation des imagos tutélaires, l'observateur, la présence de l'observateur étant une forme d'autorisation à être mère ou à être père, et ce gain narcissique pour les parents, soit par rapport à la solitude, soit par rapport à l'intérêt du bébé pour l'observateur. Un dernier maillon thérapeutique possible, c'est que progressivement, et ça c'est très sensible, on voit les parents d'abord et le bébé ensuite, au fil de l'observation, s'identifier très profondément aux fonctions d'attention, aux fonctions de contenance, et aux fonctions de transformation de l'observateur lui-même. Et je vous disais tout à l'heure, il faudra qu'un jour on voit si parmi les bébés observés, il y a eu plus de psychanalystes au bout du compte que dans la population générale. Voilà, il y aurait sans doute d'autres choses à dire encore sur l'observation directe estherbique, mais je voudrais dire quelques mots quand même de l'observation piclérienne, qui est moins codifiée, donc je vais être plus court aussi. En France,
les travaux de l'Institut Picler, dont je vous dirai un mot dans un instant, ont été rapportés par deux grandes dames de la pédopsychiatrie française, Myriam David, qui est morte il y a quelques années, et Geneviève Appel, qui est bien vivante et qui est très âgée, mais qui est tout à fait bien vivante. Et dans une interview que Myriam David a donnée tout à fait à la fin de sa vie, elle disait, pour les professionnels de la petite enfance, l'observation est aussi centrale que l'écoute des adultes pour les psychanalystes d'adultes. Voilà. Alors ça, c'est une phrase qui nous a beaucoup marqué. Elle pourrait être un petit peu discutée, parce qu'encore une fois, le statut de la symbolisation primaire et le statut de la symbolisation langagière, de la symbolisation secondaire ne sont pas les mêmes, mais quand même, on peut avoir ça en tête. Pour les professionnels de la petite enfance, l'observation est aussi centrale, aussi importante que l'écoute pour les psychanalystes d'adultes. Et donc, Emmy Picler, même née en 1902, morte en 1983, pédiatre hongroise à la fin du XXe siècle et qui a été une grande observatrice, bien sûr, de bébés. Elle fait ses études de pédiatrie à Vienne et elle constate, à l'occasion d'un stage qu'elle faisait dans un service d'orthopédie, la chirurgie osseuse chez les enfants, elle fait le constat que de nombreux enfants souffrent de fractures, mais que les enfants qui souffrent le plus souvent de fractures sont issus de milieux aisés, de milieux socio-économiques aisés. Et elle formule l'hypothèse que dans ces milieux favorisés socialement, les enfants ont des conditions de vie très protégées qui leur donnent finalement beaucoup moins de possibilités de se bouger, de se mouvoir que d'autres enfants qui vivent dans les rues, qui courent, qui grimpent dans les arbres, qui s'accrochent aux voitures, etc. Et à partir de là, je crois que c'est là un peu le point de départ de ces travaux de recherche sur le développement moteur de l'enfant et toute l'importance qu'elle va donner à la liberté de mouvement, en essayant de convaincre les familles aisées qu'il fallait laisser les enfants faire leurs expériences. Elle était donc pédiatre à Budapest. Elle était avant-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Elle était très pionnière, très d'avant-garde. Bon, il faut dire qu'en 1930, en 1935, il n'y avait pas encore beaucoup de femmes médecins, pas encore beaucoup de femmes pédiatres. Mais ses idées sur le développement précoce étaient très d'avant-garde. À l'époque, on s'occupait un peu des bébés en les manipulant comme des objets, comme des choses, et elle disait non, au contraire, il faut absolument leur laisser une certaine liberté de mouvement. Alors, les fondamentaux qu'elle a essayé de faire valoir auprès des familles, parce qu'avant la guerre, elle allait comme pédiatre dans les familles pour parler de tout cela aux parents. Les 4 grands fondamentaux qui vont se retrouver dans l'observation piclérienne, c'est premièrement respecter les rythmes propres de développement de chaque enfant. Chaque enfant a un rythme propre de développement, un style, des trajectoires différentes, le langage avant, la marche après. Respectons les rythmes propres de développement de l'enfant parce que c'est la condition pour que ces acquisitions psychomotrices soient stables et très harmonieuses. On doit leur laisser, disait-elle, une grande liberté de mouvement. Et elle pensait à la liberté de mouvement physique, c'est vrai, mais elle pensait que la liberté de mouvement physique était le précurseur, en fait, de la liberté de mouvement psychique, et donc de la liberté de penser, tout simplement. La liberté de mouvement permet l'activité autonome, c'est-à-dire que dans un espace donné avec des jouets bien choisis pour lui, des objets bien choisis, l'enfant va pouvoir faire sous nos yeux des tas d'expériences, découvrir un objet pour sa couleur, son poids, son odeur, sa taille. Il faut que dans l'espace sécurisé qu'on lui offre, il n'y ait pas non plus trop d'objets, pas trop peu, mais pas trop d'objets,
pour qu'il puisse se livrer à son activité autonome. Mais la condition de l'activité autonome, c'est bien la liberté du mouvement physique. Et finalement, le bébé n'est pas un être passif, c'est un être à orientation sociale d'emblée, et il doit être co-acteur de son propre développement. Quand on pense au philosophe Paul Ricoeur, on peut se dire que l'enfant n'est pas auteur de sa propre vie, mais il peut être co-acteur de son propre développement et co-narrateur de sa vie si on lui en donne les moyens. Alors vous savez que donc elle allait prôner tous ces principes-là dès les années 30-35 dans les familles de Budapest, et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Budapest était en ruine, comme beaucoup de capitales malheureusement en Europe, et elle a été bouleversée, j'allais dire en tant que pédiatre, en tant que femme, mais en tant qu'être humain tout simplement. Elle a été bouleversée par des enfants, des situations terribles d'enfants qui erraient dans les décombres, qui étaient des rescapés de la tourmente, tout petits, qui avaient été privés de tout sans doute, et elle a demandé à l'État hongrois de lui donner un lieu pour accueillir ses enfants. C'est une villa qui existe toujours dans une rue de Budapest qu'on appelle la rue Logzi, et cette institution est devenue l'Institut Pikler-Logzi, Pikler du nom d'Emmy Pikler, Logzi du nom de la rue où elle se trouve. Et l'idée force à ce moment-là d'Emmy Pikler, très touchante aussi, ça a été de dire il faut un lieu pour les accueillir, pas seulement pour qu'ils survivent physiquement, ce qui était déjà plus que légitime, mais aussi pour que malgré des débuts de vie aussi catastrophiques, ils puissent se construire comme des personnes dignes de ce nom. C'est-à-dire survivre physiquement, mais se construire psychiquement, se construire comme des personnes à part entière, c'est-à-dire comme des personnes qu'on respectera malgré leur début de vie terrible, et qui peut-être encore plus, se respecteront elles-mêmes, puisque nous savons bien, en tant que psychanalyste notamment, que quelqu'un qui a été méprisé et malmené par l'extérieur peut se sentir coupable d'avoir été malmené et maltraité et peut se mépriser lui-même. Donc là, il y a vraiment une idée forte qui fait que l'action d'Emmy Pikler n'est pas simplement une bonne action humanitaire en 1946. C'est un lieu pour aider les enfants à vivre, d'accord, mais aussi en collectivité à pouvoir se construire psychiquement comme des personnes dignes de ce nom. Elle a donc à partir de là développé une observation, une professionnalisation des soins extrêmement rigoureuse, fondée sur la continuité, la cohérence, la stabilité, qui a fait un petit peu école dans le monde entier. En France, c'est Myriam David et Geneviève Appel qui ont rapporté cette expérience et qui ont fondé en 1985 l'association Pikler-Logzi France, à une époque où, je dois le dire, les bébés dans les pouponnières françaises étaient encore un petit peu traités comme des objets, alors qu'elles avaient vu là-bas que dans une collectivité qui s'en donne les moyens, un bébé peut se construire de manière satisfaisante psychiquement. L'association a d'abord été présidée par Geneviève Appel, puis par Françoise Jardin, qui était une psychanalyste de la Société de psychanalyse de Paris, puis par moi, depuis 2007, et c'est une partie de mon travail à laquelle j'accorde la plus grande attention, parce que je trouve que l'approche piklérienne est fondée sur une éthique du développement et une éthique du sujet particulièrement impressionnante. Alors vous voyez, les 3 présidents jusqu'à maintenant, présidentes ou présidents de l'association Pikler-Logzi France, ont tous été psychanalystes. Geneviève Appel, François Jardin, moi-même, ce qui veut dire quelque chose, des liens entre l'observation directe, je crois, et la psychanalyse. Et puis, il y a eu des associations qui sont nées un peu partout. Il y a actuellement une quinzaine d'associations Pikler-Logzi dans le monde. Évidemment, il y a au Brésil tout le travail à Porto Alegre de Silvia Daminger et à Rio son nom m'échappe à l'instant, mais ça va me revenir. Enfin, il y a un groupe Pikler à Rio. Et si Silvia Daminger est là, elle peut envoyer le mot en chat. J'ai oublié le nom de notre collègue. Je suis désolé parce que je l'aime beaucoup. Et en parlant, on a parfois des trous de mémoire.
Voilà, Rita de Moraes. Rita de Moraes à Rio, qui fait un gros travail aussi, puis il y a un certain nombre de groupes Picler. Voilà, et une association Picler internationale que vous pouvez aller découvrir sur le site internet correspondant. Donc, pour le Brésil, en tout cas, merci beaucoup à Sylvia Daminguer, à tous ses collègues, et à Rita de Moraes à Rio, et à tous ses collègues. Je crois que ce qui les a poussés en 1946 à développer une observation aussi soigneuse et une professionnalisation des soins aussi rigoureuse, c'est la difficulté que les premières équipes ont rencontrée avec ces bébés issus de la tourmente. Et s'occuper des bébés est toujours quelque chose, des bébés des autres, est toujours quelque chose de très difficile. Mais s'occuper de bébés dont on ne sait rien est encore beaucoup plus difficile. Et là, ils ont accueilli au début des bébés dont ils ne savaient rien. Ils ne savaient pas leur prénom, ils ne savaient pas leur nom, ils ne savaient pas si leurs parents étaient vivants ou pas vivants. S'ils étaient vivants, ils ne savaient pas où ils étaient. On savait juste que ces enfants-là avaient sans doute vécu des carences graves, physiques et psychiques, mais leur histoire était inconnue. Et il me semble que cette difficulté très particulière de s'occuper d'enfants dont on ne connaît pas l'histoire est un des facteurs qui les a poussés à observer très finement le comportement des bébés pour pouvoir reconstruire quelque chose avec eux, de leur histoire. La grande différence entre l'observation directe esterbique et l'observation piclérienne, l'observation Henny-Picler, c'est que l'observation esterbique, j'ai essayé de vous le faire sentir tout à l'heure, est très centrée sur l'espace tout proche du bébé, l'espace péricorporel, l'espace de ses interactions précoces avec l'adulte qui est en train de s'occuper de lui, la mère, le père ou quelqu'un d'autre. L'observation directe Henny-Picler est une observation un petit peu plus décentrée. Et elle est à cause de ces concepts de liberté motrice et d'activité autonome, elle est peut-être plus centrée sur la manière dont le bébé va utiliser l'espace qu'on met à sa disposition et les objets qu'on dispose à son attention dans cet espace. C'est une observation un petit peu plus décentrée qui vise peut-être moins la question des interactions que la question de la découverte du monde par le bébé. Alors, évidemment, les choses ne sont pas tout à fait séparables ou clivables, mais ce n'est pas tout à fait le point de centration. Desculpe, doutora Nara. Em inglês, o que está intérprete acontecendo? caiu. Hã? Nossa intérprete caiu. A Sim. Vani caiu. Ela deve voltar em seguida. Tá certo. Bon, alors je disais que compte tenu de l'interruption, je vais essayer de se terminer en 5 ou 10 minutes pour qu'on ait quand même du temps pour les questions. Je crois que ce que vous avez compris quand même, c'est que l'observation Picler, Henny-Picler est moins codifiée que l'observation esterbique. Ce n'est pas une question d'une séance par semaine, mais il y a aussi la question de la reprise narrative de l'observation et notamment dans ce qu'on appelle le journal de développement des bébés. L'observation piclérienne a été conçue comme un outil de soutien principalement pour les professionnels, mais elle peut aussi être utilisée dans ce qu'on appelle des groupes parents-bébés pour aider les parents à trouver la juste distance par rapport à l'enfant, ne pas une présence, mais une présence indirecte qui étaye l'enfant du regard, mais qui le laisse bouger, qui le laisse se mouvoir, qui le laisse faire ses expériences, qui le laisse avoir son activité autonome. Les parents ont souvent envie d'intervenir pour aider le bébé, mais en fait, c'est un des grands besoins de l'enfant et un des grands plaisirs narcissiques de l'enfant de pouvoir découvrir lui-même ses propres compétences, ses propres ressources, les transformer en expérience, en performance, sous le regard d'un adulte, le parent ou le professionnel, qui s'émerveille, qui le soutient, mais qui ne fait pas les choses à la place de l'enfant. La question n'est pas de laisser l'enfant faire seul, mais de laisser l'enfant expérimenter les choses à côté du regard, être à côté de l'adulte qui le soutient par sa présence, c'est être présent autrement
qu'en faisant les choses à la place de l'enfant. Voilà. Alors, si je voulais résumer ça, et pour terminer après sur les acquis, l'impact sur la pratique psychanalytique, je dirais finalement qu'on peut résumer, on a trois types d'observation. On a l'observation BIC formation, on a l'observation BIC thérapeutique, et on a l'observation Pickler. L'observation BIC formation, elle aide vraiment à la compréhension des débuts de la vie psychique. Elle sensibilise le futur professionnel à la question des interactions précoces, à la signification d'un certain nombre d'images motrices. Elle sensibilise le futur professionnel au circuit des émotions et à ses propres émotions à lui. Et évidemment, ce sont des qualités extrêmement importantes. Et surtout, avec la dissociation des trois temps, savoir attendre pour comprendre. Et ça, je crois que pour les futurs psychanalystes ou même pour l'ensemble des professionnels, cette capacité négative développée par Bion est vraiment très importante. L'observation BIC thérapeutique reprend ces choses-là, mais l'objet central, c'est le soin de l'enfant, le soin des parents et le soin des interactions qui les réunissent. Et l'observation Pickler, elle aide aussi à la compréhension des étapes de la croissance psychique, mais elle a vraiment été conçue comme un soutien aux professionnels dans son travail avec les enfants et au sein des différentes enveloppes institutionnelles. Bon, du fait de l'interruption, j'ai peut-être été un petit peu plus résumé que je ne voulais l'être, mais je voudrais quand même terminer sur l'impact de tout ça sur notre clinique psychanalytique, puisque je n'oublie pas que quand même, aujourd'hui, je suis invité par la Société psychanalytique de Porto Alegre. Donc, c'est aussi pour parler de cet aspect-là des choses. Et l'observation directe esthétique, en particulier, ne peut pas être considéré comme un outil psychanalytique au sens strict. C'est un outil qui est dérivé, qui s'appuie sur la pensée psychanalytique, mais qui n'est pas psychanalytique en soi. Et ça, je le dis haut et fort parce qu'il y a pu y avoir certaines confusions en France en particulier. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une observation directe esthérabique qu'il est psychanalyste. Même dans le champ de la petite enfance, il y aurait là une source de confusion. C'est un outil de formation qui ne dispense en rien du cursus, bien sûr, analytique habituel. Mais par contre, c'est un outil qui est très utile à ceux qui vont devenir psychanalystes par le biais de différents aspects dont j'ai déjà un petit peu parlé. Alors, il se trouve que dans le monde, il y a des pays qui ont inscrit l'observation directe vraiment officiellement dans le cursus des futurs analystes, évidemment en Angleterre, à la Tavistock Clinic. En France, je vous l'ai dit, les deux grandes associations psychanalytiques ne l'ont pas choisi, mais en Belgique, en Angleterre, en Espagne, il y a des sociétés de psychanalyse qui ont inclus vraiment l'observation esthérabique dans leur formation en pensant que des psychanalystes qui allaient entendre parler tout au long de leur travail, leurs patients de leur enfance, les psychanalystes avaient tout intérêt quand même à savoir, à être bien au courant de comment un enfant se développe dans son milieu familial, dans son milieu habituel, avec cette dialectique permanente entre l'observation et la reconstruction. En France, je m'occupe d'une association qui s'appelle l'Association pour la formation à la psychothérapie psychanalytique de l'enfant et de l'adolescent, qui dépend de la Fédération européenne. Et là, nous avons tous l'observation directe qui est incluse dans le cursus des futurs thérapeutes psychanalytiques. On pourra en reparler si vous voulez dans la discussion. Et puis tout à l'heure, Nara Caron a évoqué la mémoire de Salvador Celia, qui m'a beaucoup appris, que j'ai côtoyé effectivement quand je venais à Porto Alegre, qui était un personnage vraiment hors du commun et très touchant. Et il nous a montré comment l'observation directe peut également être utile et intéressante pour les futurs médecins, pas seulement les futurs psychiatres ou pédopsychiatres, mais les futurs médecins. Son expérience dans les favelas de Porto Alegre était vraiment tout à fait impressionnante. Alors, en quoi cette observation directe peut-elle être utile aux futurs analystes, et d'enfants ou d'adultes ensemble? Comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord, je disais, le psychanalyste observe aussi.
les patients, à l'entrée, à la sortie. Pendant le temps de la séance, la personne est allongée, on voit sans doute moins de choses, on ne voit pas son visage en particulier, mais il y a une place pour l'observation dans le temps de la séance, et ce serait vraiment malhonnête de penser que l'analyste n'en tient pas compte. Mais il y a quelque chose de plus important que ça, c'est la question de ce que René Roussillon, en France, appelle le langage du corps ou le langage de l'acte. Et René Roussillon, qui est membre de la Société psychanalytique de Paris, qui s'occupe d'adultes et d'adolescents, mais qui, par ce chemin-là, retrouve toute une série de points de vue concernant les bébés. Nous avons écrit un livre ensemble, René Roussillon et moi, sur la naissance de l'objet, et c'est rassurant quand on vient d'horizons théoriques et cliniques différents, mais qu'on tombe quand même sur des points d'accord ou des points de convergence. Pour lui, la symbolisation primaire va garder une importance toute la vie. Et le psychanalyste ne doit pas seulement écouter les mots, mais il doit aussi, entre guillemets, écouter, c'est-à-dire observer le langage du corps, le langage des gestes, toute cette communication analogique qui n'est pas supplantée par le langage verbal. Et son idée, que je trouve très intéressante, c'est que même quand quelqu'un n'est plus un bébé et a acquis le langage et la possibilité de mettre les choses en mots, il y a certaines choses qui ont besoin de continuer à s'exprimer par le canal préverbal. Besoin de s'exprimer par le canal préverbal parce que ce sont des thèmes qui ont à voir avec des événements très précoces qui ont eu lieu dans la vie du patient avant qu'il accède au langage. Alors ensuite, il accède au langage, mais plus tard, quand il veut nous faire partager quelque chose de ces événements très précoces, les voies de la communication préverbale reprennent du service. Autrement dit encore, tout ce qui passe par le corps ou par l'acte n'est pas simplement quelque chose qui est du côté de la défense ou du refus de verbalisation ou de l'acting. Il y a dans le langage du corps ou le langage de l'acte un désir de parler de certaines choses très précoces avec le langage d'avant les mots, parce que ce sont des événements qui se sont situés dans l'histoire du patient à une époque où il n'avait pas encore le langage. Donc ça, je crois que être sensibilisé à l'observation directe ne peut que nous aider à prendre en compte cet aspect-là de la communication, écouter les mots, mais écouter aussi le corps, les gestes et le comportement. Pour René Roussillon, ça fait partie du travail analytique. Donc avec une sensibilisation importante à la question de la communication préverbale. Mais le dernier point que je voulais évoquer pour qu'on puisse discuter, c'est que l'observation directe va beaucoup aider aussi les futurs analystes à être sensibles à la dimension sensorielle ou corporelle du contre-transfert. Et ça, je crois vraiment, moi je le ressens pour moi, mais j'ai partagé ça avec beaucoup de collègues, je n'écoute pas les adultes en analyse de la même manière que si je ne m'étais jamais occupé de bébé ou si je n'avais jamais fait l'observation directe. Le contre-transfert, en tout cas sa partie inconsciente, ne passe pas bien sûr que par les mots. Il y a quelque chose que... et d'ailleurs, pour éviter une espèce de théorisation défensive, il faut se laisser toucher, contre-transférentiellement parlant, à un niveau plus corporel, à un niveau plus sensoriel, et être attentif à cette dimension-là. Pourquoi, quand un patient, par exemple, est allongé et ne nous dit rien, dans certains cas, on va se sentir soi-même dans son fauteuil très lourd, ou au contraire très léger. Alors qu'il n'y a pas eu de mots. Mais qu'est-ce qui fait que sensoriellement, corporellement, le patient nous fait vivre certaines choses en deçà des mots? Et il me semble que si on veut être sensible à cette partie-là de sa communication, la formation par l'observation directe est tout à fait essentielle. Sinon, on risque, c'est pas obligé, mais sinon, on risque, me semble-t-il, de recourir à une espèce de contre-transfert théorique pour comprendre ce qui se passe et bien sûr, refuser ce que la communication analogique
nous montre. Voilà, il me semble que en France, quelqu'un comme Françoise Dolto avait dit à propos des bébés, tout est langage. Elle voulait dire tout est discours. Bien sûr, le langage verbal, mais le langage préverbal est un discours aussi. Et dans nos formations d'analystes, il me semble que nous devons nous préparer à entendre cette partie-là du discours et dans le cadre des séances, à en tenir compte. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Vous aurez compris que pour moi, la psychanalyse de l'enfant et la psychanalyse de l'adulte ne sont pas dissociables. J'aime beaucoup la position d'Antonino Ferro qui dit la psychanalyse est une et entière. Elle s'exerce simplement dans des situations différentes. Si elle nous dit certaines choses qui sont valides et valables pour l'adulte, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas nous dire des choses qui sont valides, valables et utilisables pour l'enfant. Et il me semble que le débat sur l'observation directe, PIC ou PICLAIR, est un des moyens que nous avons pour essayer de réduire le clivage qui existe encore, ici ou là, entre les psychanalystes d'enfants et les psychanalystes d'adultes. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais m'en tenir là et je crois qu'on a un temps de débat maintenant pour continuer. Merci beaucoup de cette invitation, merci beaucoup de votre attention et j'espère à très bientôt, non pas en Zoom, mais en vrai. Muito obrigado, Golze. Eu acho que todos nós vamos ficar com inúmeras questões, não é? Para pensar, para refletir, não é? Principalmente a possibilidade que tanto da observação direta, que era o foco, não é, da tua conferência, tanto a observação direta método BIC, como a observação direta Pichler, elas são importantíssimas na experiência do psicanalista. Eu acho que enriquece muito a possibilidade de compreensão, pode influenciar a técnica, porque ambas lidam com o primitivo, com o início da vida, e nos ensinam muito, tanto para a compreensão da criança, o tratamento de criança, de adolescentes e de adultos, sem dúvida. Talvez, não é? Um dos aspectos importantes para mim é a curiosidade que eu tenho sobre Pichler, sobre o trabalho dela, mas sobre participar. Assim como eu tenho vivenciado o método BIC, a psicanálise, eu tenho muita curiosidade de vivenciar o trabalho de observação Pichler, porque eu acho assim que os dois têm muitos aspectos que podem se auto-enriquecer. Eu acho que agradeço, né, a conferência do Golze, a riqueza de material que ele trouxe, e também a Vanise, com uma capacidade gigantesca, não é, de trazer para nós as modificações que foram feitas na tecnologia, que deu tudo certo, e a interrupção, eu acho que não tirou em nada do brilho, não é? Fizemos uma parada, e nós temos 10 minutos, não é, para ver alguma questão, né, de alguém que se inscreve para perguntar para o Golze. Tem alguém inscrito, Grayson? Temos 6 inscritos. Posso chamar 2? Pode. Magali Weinstein e Sandra Penteado. Abre o microfone, Magali.
Podes falar, Magali. Está sem som, Grayson. Não estamos ouvindo a Magali. Para Magali, não estamos te ouvindo. Ouvindo. Ela está falando, o microfone está aberto, mas não estamos ouvindo. Exatamente. Eu vou... Quem sabe vamos passar para a Sandra e tu falas com a Magali, talvez, para consertar algum problema que está acontecendo? Perfeito. Tá. Então, a Sandra... Pode abrir o microfone, Grayson, da Sandra? Eu não consigo abrir. Oi. Estamos lhe ouvindo. Então, na verdade, era só para avisar que não estava conseguindo ouvir a tradução naquele momento, tá bom? Não é nenhuma dúvida específica, tá bom? Tá. Obrigada. Quem mais? Temos Cláudia Raveira e Cecília Melo. Não, Cecília Melo Rosa. A Cláudia Raveira desistiu. E temos a Ingeborg Bornhold. Tá, então, a Cecília. Olá. Estão me ouvindo? Certo, estamos ouvindo. Pode falar, Cecília. Eu queria perguntar, né? O doutor falou em relação a essa questão do movimento, na importância do desenvolvimento do bebê, né? Eu não sei se eu estou indo muito além, mas pensar em como é que fica o marco do desenvolvimento daquele bebê internado em UTI, que passa longos períodos internados no primeiro ano de vida, ou que já nasce e é internado. A minha dúvida é essa. Obrigada, Cecília. Inge, quem sabe tu faz a questão que daí o Gouze pode responder, não é? As duas últimas. Alô? Deu. Alô, tudo bem, fala aí. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muitíssimo essa conferência que é tão rica, tá? E eu achei particularmente, entre os muitos pontos, quero destacar um que eu não conhecia, que são os 3 momentos da observação BIC em conjunto formando um ato psíquico. Achei essa ideia muito enriquecedora, porque, de fato, a experiência de observação, ela elabora, ela ajuda todos os envolvidos. E daí ser tão importante, tão desejada nos institutos, porque individualmente realmente tem esse efeito de elaboração, que tem suas repercussões também na técnica. Muito obrigado, e essa contribuição me ajudou também tanto. Vanise, je réponds peut-être à la première question alors. Com certeza. São essas as perguntas, por causa do tempo. D'accord. La deuxième question n'est pas une question, c'est un commentaire à propos des 3 temps de l'observation. Effectivement, moi aussi, ça m'a beaucoup aidé pour comprendre l'effet de l'observation directe sur un certain ralentissement de la pensée. De bien dissocier les 3 temps de l'attention, de la prise de notes et de l'élaboration groupale, je pense que ça aide le professionnel à ralentir un petit peu sa pensée, à ne pas télescoper les différents temps de la pensée, et c'est certainement quelque chose de très utile, professionnellement parlant. Notre action de psychologue
de psychiatres, de psychanalystes, d'ailleurs, dans les services de pédiatrie, dans les services de médecine du corps, de médecine somatique. Notre rôle est souvent justement d'aider à ralentir un petit peu le cours des choses pour prendre le temps de penser. Prendre le temps de penser, même si on a une pensée très rapide, chacun est différent, mais même si on a une pensée très rapide, prendre le temps de penser permet d'éviter les précipitations sur des jugements ou des élaborations anticipées. Voilà, mais la première intervenante m'a posé plus précisément une question concernant la perte de la liberté motrice chez des enfants hospitalisés très tôt, en néonatologie ou en réanimation néonatale, et où effectivement leur liberté de mouvement est malheureusement réduite. Je vais essayer de vous répondre. La première chose, c'est qu'il y a une grande différence entre justement la motricité passive et la motricité active. Aujourd'hui, les neurosciences viennent confirmer des intuitions très profondes d'Amy Pichler. Et le travail d'Amy Pichler, l'idée étant d'aider les enfants, enfin, à apporter aux enfants une qualité de soins précoces qui leur permettent de se développer progressivement, harmonieusement, de passer, comme je le dis en ce moment, du sentiment d'être au sentiment d'exister. C'est-à-dire que le sentiment d'être, le bébé naît avec un sentiment d'être et il doit conquérir un sentiment d'exister, c'est-à-dire il doit découvrir l'objet, mais un objet qui ne soit pas intrusif, qui n'introduise pas de violence ou de traumatisme développemental. Le sentiment d'être et le sentiment d'exister font partie de ce que Winnicott appelait en anglais le sense of being. Et je le redis, je me représente de plus en plus l'exigence de la qualité des soins précoces comme une aide au passage graduel, progressif du sentiment d'être au sentiment d'exister. Les deux, bien sûr, vont coexister ensuite tout au long de la vie. Bien s'occuper des bébés ne devrait pas réclamer de justificatif. Il faut bien s'occuper des bébés, c'est une espèce d'exigence éthique absolue. On n'aurait pas besoin d'avoir à le démontrer normalement. C'est ce que le philosophe Emmanuel Kant appelait un impératif catégorique, qui n'a pas besoin de légitimation en dehors de son champ. Je pense que si on est tous là à écouter, à travailler ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'on est tous persuadés qu'il faut s'occuper bien des bébés, point final. Mais seulement l'évidence clinique ne suffit pas parfois à convaincre nos instances de tutelle administrative, financière ou politique. C'est pourquoi d'ailleurs les professions de la petite enfance sont souvent assez mal valorisées dans les différents pays que je connais. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir les neurosciences qui viennent confirmer ce que les intuitions de Freud, les intuitions d'Esterbeek, les intuitions d'Amy Pichler. Alors, si ces neurosciences nous aident à convaincre nos responsables politiques, eh bien, tant mieux, on va s'en servir. Et c'est un peu le cas pour la liberté motrice. J'en viens à votre question. Pour un enfant, les mouvements qu'il effectue par lui-même n'ont pas du tout la même valeur développementale que les mouvements, que ce qu'on appelle la motricité passive. Si on le mobilise, si on lui fait bouger ses jambes, ou si on lui fait bouger ses bras, ou si on lui fait bouger son torse. Dans certains cas, c'est important de faire bouger l'enfant et de lui proposer une activité, de le faire bouger. Mais ça n'a pas du tout la même valeur que l'activité libre, parce que quand un enfant fait un mouvement par lui-même, de lui-même, et ça reste vrai toute la vie, quand par exemple on va chercher un objet devant nous, en même temps qu'on déclenche l'acte moteur, en même temps on envoie une copie dans notre cerveau, on active une copie de ce geste dans notre cerveau qu'on a déjà fait pour essayer d'adapter au mieux le geste à la nouvelle action, pour qu'on n'aille pas trop loin, pour qu'on n'aille pas trop vite, pour qu'on n'aille pas trop fort. C'est-à-dire que dans la motricité active, il y a non seulement l'acte moteur lui-même, mais il y a sa régulation
du dedans à partir des expériences précédentes. Il y a donc, dans la motricité libre, il y a vraiment une espèce de prise en compte des expériences motrices préalables, et c'est du point de vue développemental tout à fait différent de la question de la motricité passive. La motricité passive, c'est-à-dire quand on fait bouger le bébé, mais que ce n'est pas lui qui l'a vraiment décidé. Donc les neurosciences aujourd'hui nous montrent, c'est ce qu'on appelle le modèle de la copie efférente. En même temps qu'on fait notre geste, on envoie quelque chose du souvenir des actions précédentes pour essayer d'ajuster au mieux le geste à la nouvelle action. Les neurosciences nous montrent que cette idée de la motricité libre d'Emile Pichler a des fondements neurophysiologiques très, très, très précis. Mais vous posez la question, qu'est-ce qui se passe pour les bébés qui en sont vraiment privés? Alors, je crois que les services de réanimation, les services de néonatologie, sans forcément avoir été inspirés par les travaux d'Emile Pichler, sont quand même sensibles à ces situations qui sont difficiles. Et je repense à Anna Freud, d'ailleurs, qui disait que quand un enfant a été hospitalisé longtemps et de manière entravé, avec pas beaucoup de mouvements possibles, quand il a eu un plâtre, une immobilisation forcée, parfois, quand à nouveau il retrouve la liberté de mouvement, Anna Freud disait ces enfants peuvent exprimer des mouvements de violence ou d'agressivité qui montrent bien à quel point ils ont souffert de l'immobilisation. Alors les services de médecine en question ont réfléchi à ça, sans forcément passer par les travaux d'Emile Pichler, et vous savez qu'on essaye quand même, dans les services de réanimation, de profiter de la motricité résiduelle, c'est-à-dire le peu que peut faire l'enfant, on doit pouvoir essayer de le lui faire faire. Mais je pense que et puis en espérant que cette période d'immobilisation et d'entrave à la liberté motrice ne soit pas trop longue. Mais pendant cette période-là, ce qui me paraît très important, c'est une réponse qui va au-delà de simplement la motricité, mais qui peut être importante pour compenser la perte transitoire de la motricité libre, c'est de bien se rappeler que le fond de l'approche pichlérienne, c'est de se dire que même si le bébé est très immature, même s'il est très inachevé à la naissance, le bébé humain est le plus inachevé de tous les bébés mammifères du monde. C'est ce qu'on appelle la néothénie fondamentale de l'être humain. C'est une néothénie qui est fondamentale et fondatrice. Le bébé humain naît très inachevé, il ne faut pas le regretter parce que ça a aussi beaucoup d'autres avantages. Du point de vue psychanalytique, c'est la néothénie psychique qui a été théorisée par Jean Laplanche dans la théorie, dans son concept de situation anthropologique fondamentale. La situation anthropologique fondamentale, c'est la néothénie psychique. Le bébé humain est beaucoup plus immature que l'adulte humain, l'adulte de son espèce, que d'autres bébés dans d'autres espèces. Et pourtant, et c'est ça le fond de l'approche pichlérienne, pourtant, aussi fragile soit-il, aussi vulnérable soit-il, aussi dépendant de l'environnement soit-il, il faut essayer de lui laisser faire ce qu'il peut faire par lui-même, avec nous à côté, sans faire les choses à sa place. Alors vous voyez, c'est à la fois des grandes idées, mais par rapport à votre question, ça peut se traduire de manière très concrète. C'est-à-dire que si l'enfant ne peut pas bouger du tout, c'est rare ça quand même, même dans les services de réanimation de néonatologie, il reste en général quelques actions qui sont possibles, motrices qui sont possibles. Mais admettons, même si admettons qu'un enfant vraiment soit complètement entravé, n'ait aucune liberté motrice possible. Eh bien, ce qu'il faut à ce moment-là, pendant les quelques jours ou semaines où c'est comme ça, compenser ça par lui laisser une petite part active, aussi petite soit-il, dans ce qui se passe autour de lui. C'est-à-dire que quand on va venir s'occuper de lui pour le laver, pour lui donner à manger, pour à certains moments pour interagir avec lui simplement, eh bien, par le regard, par la façon dont on s'en occupe, la manière dont on regarde ces tout petits mouvements des lèvres, de la bouche, lui laisser comprendre qu'il a sa petite part de décision. C'est l'adulte qui s'occupe de lui, mais par exemple, on peut attendre qu'il soit prêt à ceci ou cela pour le faire. C'est-à-dire adapter le rythme
des soins qu'on lui propose, à ses capacités de collaboration. Je prends un exemple, même pour les bébés qui vont bien. Quand on donne à manger à un bébé qui va bien, autrefois, peut-être, j'espère que non, on enfournait comme ça la cuillère dans la bouche du bébé. Aujourd'hui, tout le monde le sait bien, on approche la cuillère de la bouche du bébé, et puis on s'arrête, et puis on attend que le bébé manifeste un petit quelque chose. Il va pousser les lèvres en avant, comme s'il avait envie de manger. Mais les lèvres en avant, c'est sa façon à lui de nous dire « Ok, je suis prêt, j'accepte que la cuillère entre dans ma bouche. » Et vous voyez, donc je crois que si vraiment il n'y a aucune motricité libre qui soit possible, on peut se rattraper en quelque sorte en lui faisant bien sentir que dans tout ce qui se passe pour lui dans un service de réanimation de néonatologie, et ce sont des choses dures, et ce sont des choses douloureuses, et ce sont des choses sur lesquelles il n'a pas vraiment d'emprise, mais on peut quand même le faire collaborer en lui laissant le temps d'exprimer qu'il est prêt ou qu'il est d'accord pour telle ou telle action. C'est très important, c'est la liberté de mouvement psychique qui peut à un certain moment, aussi petite soit-elle, aussi fragile soit-elle, venir peut-être remplacer un petit peu la liberté de mouvement physique qui est perdue dans l'exemple que vous m'avez proposé. Bom, infelizmente, não é o tempo, terminamos o nosso tempo, passamos, eu acho que foi uma rica manhã de semeadura. Eu acho que o Golze fez uma semeadura de muitos temas, de muitas questões, não é? Eu acho que muito instigantes, e isso é muito importante porque as pessoas também vão ter tempo de pensar, de buscar, não é? De se interessar, não é, pelo conhecimento do que ele trouxe e que possam desenvolver aqui, não é? Muitas coisas já existem, mas eu acho que ele deixou questões muito interessantes. As pessoas que gostariam de ter perguntado, a gente sente muito, mas eu acho que elas vão ter esse tempo de reflexão. Eu queria agradecer a presença de todos, em especial do Golze, não é? Que mais uma vez, então, aqui em Porto Alegre, porque para mim ele está presente, não é? Trouxe a riqueza do conhecimento dele, não é? A riqueza de detalhes, de técnicas, de questionamentos, e muito obrigado. E Vanise, e tu foste sensacional. É uma dupla perfeita. Golze, Merci beaucoup. Merci Vanise. Merci Nara. Merci tout le monde. C'est très gentil. Merci beaucoup. Isso faz parte. Merci. C'est pas de votre faute. Hein. Mais bon, ça va, j'ai à peu près dit ce que je voulais dire.